Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, c'est mardi, un mardi pas comme les autres, et c'est normal parce que chaque mardi est différent. Voilà, si c'était pour dire ça, ça n'était pas la peine. Écoutez, ça commence très fun. Moi je trouve l'inspiration avec mes éditorialistes pour vous dire la qualité du jour. Oh la vache. Ça va être de notre faute, elle est dingue. Elle est dingue, ça cause de nous. Cette fille est folle. Je vous demande de vous arrêter, Madame de Ménibus, ça commence à bien faire. Monsieur Philippe David, comment ça va? Ça va très bien, Cécile, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est un jour anniversaire. Ah, oui. et En donc 1539, François Ier a introduit la loterie en France. Et j'ai testé auprès des vraies voix. J'ai commencé par Françoise de Gois, comme c'est une femme de gauche, elle a un grand cœur. Je lui ai dit, je vous propose que pour ceci, nous jouions tous ensemble à la loterie et que si on gagne, tout me revienne. Et elle a dit oui. Bien sûr. Non, ça m'étonnerait qu'elle ait dit oui, parce qu'elle est quand même un peu plus finaude que vous, j'ai envie de dire. Merci, là, me dire que je suis moins finot que Françoise de Gois, c'est vraiment pas une la vérité, si vous voulez, c'est la réalité. Je sais que c'est cruel. Vous savez ce que disait Lacan à ses élèves quand il lui demandait, maître, qu'est-ce que c'est le réel? Et Lacan répondait, le réel, c'est quand on se cogne. J'ai toujours adoré cette phrase et je trouve que ça vous va bien sur les faits. Voilà, vous cognez au réel. On a fait souvent du réel ici. Alors, excusez-moi, je vous propose que vous me donniez des numéros. On va jouer. Allez-y, tiens. On va jouer. Philippe Bilger. Philippe Bilger, donnez-moi un chiffre. 12. Allez, 12. Françoise de Gois. 22. 7. 7. Vous, Cécile? Moi, je vais prendre le 9. Vous, Philippe? Le 1. Le Tiens, 1, notre réalisateur a un chiffre, Maxime. Chiffre. Le 11 et Aude, un chiffre. 10. Le 10. Et ben voilà, je vais les jouer. Et ben voilà. Non, c'est vrai que c'est une grille multiple, ça. Il y en a pour 52 balles au moins. Non, parce qu'il faut deux chiffres entre 1 et 9. Ils y sont. On jouera les autres, c'est parfait, c'est pour les étoiles. Très bien. Comme et ça. Donc, je joue et dans ces cas-là, je gagne. Oui, le million. Comme ça, si on gagne, faudra vous trouver des animateurs. Non, faudra vous trouver un animateur. Non, Philippe David, vous n'avez pas bien compris. Bon, allez, bref. On vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous retrouver. Le sommaire de cette émission à 17h30. Le grand débat du jour. Retour difficile après le pont de la Pentecôte pour les usagers des services SNCF en Ile-de-France. Le trafic dans Paris et en banlieue sont très perturbés ce mardi en raison d'un appel à la grève des cheminots à la veille d'une journée de négociation sur les primes au titre de leur mobilisation lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mouvement similaire aussi chez les salariés des aéroports parisiens. Alors parlons vrai, faut-il appliquer la prime JO à tous les salariés des entreprises publiques qui travaillent pendant les JO? Faut-il durcir une bonne fois pour toutes le droit de grève? Croyez-vous à un blocage national pendant les JO? Et à cette question, faut-il une trêve olympique dans les mouvements sociaux? Vous dites non à 68%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Xavier Bregaille, c'est avec nous, militant Sudrail et agent de conduite en Ile-de-France. Et puis 18h30, c'est le grand débat du jour. Non, c'est pas du tout le coup de projecteur des vraies voix. Non, pas du tout. Si, c'est ça. Je vais y arriver. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Beaucoup d'alliés d'Israël dénoncent une fausse équivalence après les mandats d'arrêt émis par le procureur de la Cour pénale internationale. Mandat d'arrêt simultané contre les dirigeants israéliens et ceux du Hamas. Décision scandaleuse, juge l'administration Biden. La France, au contraire, indique soutenir la CPI en évoquant des pertes civiles inacceptables dans la bande de Gaza. Alors parlons vrai. Pensez-vous que les juges de la CPI vont suivre les recommandations des mandats d'arrêt? Comprenez-vous le soutien de la France à la CPI? La CPI a-t-elle des indignations à géométrie variable quand on voit certains dictateurs qui ne sont pas poursuivis? Et à cette question, peut-on mettre sur le même plan Netanyahou et le Hamas? Vous dites non à 55%, à 59%, pardon. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on en parlera avec Élise Legal, avocate auprès de la Cour pénale internationale. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger. Bonsoir, Philippe Bilger. Bonsoir. Ça va? Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça va. Je suis accueilli d'une manière extraordinaire. Écoutez, mais il y a certaines personnes parlent comme ça. Bonsoir. Bonsoir, Françoise de Gois. Ça va super bien, et vous? Très bien. Quel bonheur de retrouver un super flic à ma gauche. En plus de ça, il a deux qualités. Il est flic et il est un ancien député Renaissance. Charclay aujourd'hui. The famous Jean-Michel Fauvergue est avec nous, ancien patron du REG et ancien député. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait longtemps que je n'étais venu. Et je trouve que ça s'est bien dégradé quand même. Bien dégradé. Permettez-moi de vous dire, vous êtes un peu raide. Pas mal. Pas mal. Ouais.
là. C'est plus que c'était. Hein. Bah, si toutefois ça a été. Oui, c'est ça. Si, ça a été. Ça a Oui, été. ça a été quand l'émission n'existait pas. Ça a été. Nous accueillons Elsa de Paris, qui n'est pas la chanteuse, mais quoique. Bonsoir Elsa. Bonsoir Elsa. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir, chère Elsa. Vous allez nous parler de quoi dans un instant? De la préférence nationale, qui n'est pas une mauvaise chose. On en parle dans un instant. Vous bougez pas. 0826 300 300. On écoute le répondeur en attendant. Oui, bonjour Sud Radio, Simon de Perpignan. Pourquoi organiser un débat entre le président de la République et Madame Le Pen? Que je sache, ils ne sont pas tête de liste, ni dans la liste des candidats pour les européennes. Autant Marine Le Pen, bon, en tant que rattachée à un parti député, je veux bien comprendre, mais le président de la République doit être président de la République de tous les Français, ne plus de chef de parti. Donc déjà, il y a un peu un mélange des genres. Voilà ce que je voulais dire Sud Radio. Bonne journée à vous. Au revoir. C'était le débat du coup de projecteur des vraies voix hier soir. Est-ce que c'est pas quand même choquant pour les autres listes, ce débat à venir après-demain? Ah, vous parlez du débat entre Bardella et Attal plus Marine Le Pen, Macron. Oui, moi j'ai été intéressé hier par le débat, le dialogue avec Jordan Bardella, parce qu'il disait à un moment donné, en effet, si je gagne, je schématise, je demanderai la dissolution. Et il a eu un argument qui me paraît de bon sens. Il dit, à partir du moment où le président s'implique vraiment dans le débat des européennes, il faudra qu'il en tire lui-même les conclusions. Ça me paraît évident. Où on reste au-dessus de la mêlée. Je vois que Jean-Michel a l'air de faire une moue désapprobatrice, mais il n'en demeure pas moins que le président s'engageant doit tirer les conclusions de son échec. Ça n'est pas absurde. Françoise Legois. Très court, déjà je pense que c'est totalement lamentable sur le plan démocratique ce qui va se passer jeudi soir. Je le dis et je le redis, je comprends pas que l'ARCOM n'intervienne pas. Pourquoi je dis ça? Parce que la RAI, la semaine dernière, a été contrainte d'annuler le débat qui devait avoir lieu entre Giorgia Meloni et Elly Schlein, qui est la chef de l'opposition socialiste, parce que il n'y avait pas d'équité avec les autres candidats de la liste, notamment les gens des européennes, notamment les gens qui étaient très proches des deux protagonistes. Et la RAI a été obligée d'annuler ce débat. C'est incroyable que nous ne soyons pas capables de faire ça en France. C'est inéquitable au dernier degré. Jean-Michel Fauvergue. Moi, je suis d'accord avec notre auditeur, complètement d'accord, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'on a un président de la République dont les fonctions ne devraient pas l'amener à discuter avec une des chefs de l'opposition de cette manière-là. Parce que c'est le président de tous les Français, quand même. C'est le président de tous les Français, et je suis d'accord avec notre auditeur pour ça. Et la deuxième raison pour laquelle je suis d'accord, c'est parce qu'il est de Perpignan et qu'un catalan, on doit être d'accord. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ça ne fera pas d'ailleurs. Non, ça marchera pas. D'être d'accord entre débat Le Pen. Non, je pense pas. Là, pour l'instant, il est loin le président de la République. Ah oui, ça c'est sûr. Allez, Elsa de Paris est avec nous sur cette préférence nationale qui, selon vous, n'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, en fait, aujourd'hui, c'est la grande mode d'indiquer que c'est raciste et xénophobe. Mais pour moi, c'est comme une famille. On prend soin d'abord de sa famille et après des autres. Donc voilà, pour moi, ça me paraît assez logique et je suis très surprise qu'on puisse faire un amalgame aussi basique, aussi sommaire. En fait, ça n'a rien à voir avec la haine de l'étranger ou quoi que ce soit. C'est juste prendre soin de sa famille avant de prendre soin du monde entier. Philippe Bulliger. Je suis d'accord avec Elsa, d'autant plus qu'on a déjà dans nos dispositions constitutionnelles ou dans nos lois des éléments qui réservent les bénéfices aux Français. Là où on a déjà discuté souvent de cela, moi je considère que si on est contre, ça relève d'une contestation purement politique, ça n'est en aucun cas un opprobre
discours moral qu'on doit porter contre cette notion. C'est très dur d'entendre ce que vous dites, Elsa, parce que c'est exactement les propos de Jean-Marie Le Pen il y a 30 ans. Je préfère ma sœur à ma cousine, je préfère ma cousine, etc., etc. L'argument familial qui a l'air comme ça, bien sûr, frappé au coin du bon sens, c'est un argument totalement discriminant. On va pas refaire le débat sur préférence nationale ou pas. Je voulais juste dire que je ne suis pas du tout d'accord avec vous et que oui, bien sûr qu'il y a des arrière-pensées. Je veux bien je ne vous fais pas ce procès d'intention à vous. Hein. En fait, Elsa, c'est ce que tous les médias font. Mais c'est pas. Mais moi, je suis pas un média. Non, mais moi, je suis pas un média. C'est ce que les médias aujourd'hui. Elsa, moi, c'est ma conviction. C'est ma conviction. J'ai le souvenir de Jean-Marie Le Pen avec cet argument-là, la famille d'abord, qui est un argument qui n'est pas recevable pour moi. Jean-Michel, 20 secondes. Alors, 20 secondes. Plusieurs choses. D'abord, il y a déjà une préférence nationale dans la fonction publique. Il faut être français pour être dans la fonction publique. Et c'est normal, c'est payé par nos impôts. Et la deuxième chose, il faut arrêter de placer ce débat-là sur l'argument moral. Il faut le placer sur l'argument uniquement l'argument politique et l'argument économique. En fait, il faut savoir qui c'est qui paye les emplois. Et à partir du moment où les emplois sont payés par nos impôts, là je parle pour la fonction publique, c'est normal que ça soit français. Elsa, merci en tout cas. Vous restez avec nous. Pour le les impôts sont payés souvent par des gens qui sont résidents et qui sont pas français. Vraiment, Jean-Michel, on peut commencer ce débat. Non, mais sérieusement. Les Français, les étrangers vivant en France qui payent des impôts représentent combien dans la part de l'impôt? Vous racontez. Excusez-moi, mon copain, je vous adore, hein, mais là c'est n'importe quoi comme argument. Vous avez des étrangers en France qui payent des impôts pour comment dirais-je, pour vous utilisez ça comme argument pour dire c'est payé par nos impôts, donc c'est français, ça reste français. Vous n'avez pas l'impression que c'est un petit Roland des années 40, c'est français, monsieur Simon, on dirait pas qu'il fait la Moi, je le dis, je l'assume. Allez, mais moi je l'assume pas du tout. Moi je l'assume totalement. Allez, vous restez avec nous dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu, les réquisitoires du procureur. Réquisitoire, c'est les 10%, l'inégalité sociale. Allez, on en parle dans un instant. Vous ne bougez pas. À tout de suite, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, on est ravis de vous retrouver encore une fois tous les jours de 17h à 20h. Vous avez la possibilité bien entendu de les réécouter, parce que si vous avez écouté l'émission et que vous avez envie de la réécouter et de la faire réécouter, ben oui, ça peut arriver, mais regardez pas comme ça. Mais non, mais c'est vrai, vous avez raison. Vous pouvez aller, bien entendu, sur tous nos comptes, on est un petit peu partout, de toute façon on est omniprésent. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? On va parler d'Emmanuel Macron qui s'envole vers la Nouvelle-Calédonie, des dirigeants israéliens qui jugent ignoble et scandaleuse la décision du procureur de la CPI contre eux et contre le Hamas. Et puis de Raphaël Glucksmann, il talonne plus que jamais Valérie Hayet dans notre sondage IFOP fiducial. En 3 mots, ça donne surprise, CPI et rolling. Allez, on en parle dans un instant. En attendant, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. 10% des ménages, les 10% des ménages les plus riches possèdent 10 fois plus que les 50% les moins fortunés. C'est une étude qui tourne depuis 2009, Philippe Bilger. Est-ce que cette inégalité doit forcément t'indigner? En fait, quand j'ai lu ce constat, qui me semble pas discutable, je me suis demandé, est-ce qu'en effet, il faut forcément s'indigner devant une telle inégalité? Et puis après, je me suis dit que la France est un étrange pays tout de même. Certes, il est majoritairement à droite, mais parfois, lorsque je fais un tel constat, je me dis que les Français sont tout de même un peuple raisonnable. Lorsqu'on est confronté, apparemment, à de tels gouffres entre les gens qui ont de l'argent et ceux qui en manquent, je suis parfois étonné que la France ne connaisse pas davantage de révolution. Qu'on n'ait pas envie de jeter une certaine démographie un peu au chien parce qu'elle permet des inégalités choquantes. On est très en retard, Françoise et oui, Jean-Michel. parce que la révolution, voilà, les gens sont désappointés, ils sont fatigués, ils sont épuisés, on n'a donné aucun grain à moudre. Vous savez, il faut pas l'appeler de ses voeux la révolution parce qu'un jour elle arrive quand vous l'attendez pas. Jean-Michel Fauvergue, très court.
Moi, je pense qu'on est dans un pays qui est super endetté et je veux dire, les distributions qui sont faites au niveau social sont importantes en France. C'est un pays qui redistribue le plus. Je sais pas de quel côté. Alors peut-être prendre aux riches pour donner aux pauvres, c'est traditionnel, c'est sans doute ce qui est défendu par les uns et par les autres, mais je sais pas comment faire en sorte de rétablir ouais, cet équilibre. Allez, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix. Surprise, CPI et Rolling. Visite surprise d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie dès ce soir. Annonce faite ce matin lors du Conseil des ministres face aux émeutes inédites qui secouent le territoire. Décision méprisable et ignoble. La réponse du ministre israélien de la Défense au mandat d'arrêt émis contre lui et son Premier ministre Netanyahou par le procureur de la Cour pénale internationale. Ils sont visés par la CPI au même titre que les dirigeants du Hamas. Et puis la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann talonne plus que jamais la liste Renaissance de Valérie Ayé dans notre rolling IFOP fiducial. Il est à 15% désormais, un petit point et demi derrière la Macronie à 16,5%. Les vraies voix Sud Radio. Personne n'était au courant. Emmanuel Macron bouleverse son agenda. L'annonce surprise a été faite ce matin devant le Conseil des ministres, comme l'a rapporté la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Le président de la République part ce soir en Nouvelle-Calédonie dans un esprit de responsabilité, l'esprit qui est le sien en tant que chef de l'État et en tant que responsabilité politique de haute importance. L'ensemble du gouvernement est mobilisé. Le président se rend sur place en sa qualité de président de la République et le Premier ministre aura aussi l'occasion d'y aller, pas immédiatement, mais dans les semaines à venir. L'enjeu vraiment, c'est de pouvoir être en mobilité sur le territoire lui-même et c'est pour ça que nos forces de sécurité sont mobilisées. En plus des 1700 déjà présents, 1000 ont été mis en renfort et d'autres vont arriver d'ici jeudi. Alors, visite d'Emmanuel Macron sur fond de division du camp loyaliste et alors que se multiplient les demandes de report de la réforme du corps électoral, la maire de Nouméa, par exemple, Sonia Lagarde, a notamment demandé une pause dans cette réforme, conséquence en tout cas de ce déplacement. C'est Gabriel Attal et non le président qui présidera l'hommage aux gardiens de prison tués dans une attaque à Incarville. Deuxième mot, CPI, le ministre israélien de la Défense qualifie de méprisable et ignoble la position du procureur. Cette demande de mandat d'arrêt formulée hier par le procureur de la Cour pénale internationale contre le Premier ministre Netanyahou et contre son ministre de la Défense Yoav Gallant, mais aussi contre les responsables du Hamas pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Méprisable et ignoble, dit donc Yoav Gallant, tout comme son Premier ministre Benjamin Netanyahou. La décision scandaleuse du procureur de la CPI, Karim Khan, de demander des mandats d'arrêt contre les dirigeants démocratiquement élus d'Israël est un scandale moral aux proportions historiques. Elle jetterait une marque de honte éternelle sur la Cour internationale. Monsieur Khan crée une équivalence morale tordue et fausse entre les dirigeants d'Israël et les sbires du Hamas. C'est comme créer une équivalence morale après le 11 septembre entre le président Bush et Oussama Ben Laden, ou pendant la Seconde Guerre mondiale entre Roosevelt et Hitler. Cette décision de demander des mandats d'arrêt en même temps contre des responsables israéliens et contre ceux du Hamas, elle est vivement critiquée par la plupart des alliés occidentaux d'Israël. L'administration Biden la juge scandaleuse. L'Allemagne y voit une fausse équivalence. Le ministère français des Affaires étrangères, en revanche, indique soutenir la CPI en mettant en avant des pertes civiles inacceptables. Je cite à Gaza. Notez qu'à 18h40, dans le coup de projecteur des vraies voix, nous serons avec Élise Legal, avocate auprès de la Cour pénale internationale, pour en parler. Troisième mot rolling, la liste de Raphaël Glucksmann franchit un cap symbolique dans le rolling IFOP fiducial des européennes. 15% des intentions de vote. Désormais pour la liste PS Place Publique, un score jamais atteint dans ce rolling. Désormais seulement un petit point et demi derrière la liste Renaissance de Valérie Ayé à 16,5 des intentions de vote. Les deux sont désormais au coude à coude, à voir si le fameux croisement des courbes aura lieu dans les prochains jours. Ce qui ne change pas, en tout cas, c'est le RN de Jordan Bardella en première position à 32%. On trouve aussi les Républicains de François-Xavier Bellamy et la France Insoumise de Manon Aubry ex-aequo à 7,5. Reconquête est à 6 avec Marion Maréchal, devant les écologistes de Marie Toussaint à 5,5. Toutes les autres listes sont à retrouver sur sudradio.fr. Le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI est mis à jour quotidiennement à 17h. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans quelques instants, le grand débat du jour. Journée noire dans les transports ce mardi. Les syndicats de cheminots font grève et demandent une prime spéciale JO. Et mouvement aussi suivi par les syndicats de contrôleurs aériens Île-de-France qui appellent aussi à cesser le travail ce 21 mai, Philippe. Alors parlons vrai, faut-il appliquer la prime
prime JO à tous les salariés des entreprises publiques qui travailleront pendant les JO. Faut-il durcir une bonne fois pour toutes le droit de grève? Croyez-vous à un blocage pendant les JO 2024? Et à cette question, faut-il une trêve olympique dans les mouvements sociaux? Vous dites non à 66%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre interlocuteur Xavier Bregaille est avec nous, militant Sudrail et agent de conduite en Ile-de-France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question, un événement mondial, est-ce que ça ne mérite pas un effort national? Non, il n'y aura pas de JO sans cheminots. Donc pour nous, l'effort, il doit venir de l'État et de notre entreprise. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous voulez réagir, vous êtes les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, Philippe Bilger avec nous, comme tous les jours. Mon cher Philippe, êtes-vous content de ce choix de Françoise de Gois et de Philippe David? Parce que vous avez vu, je vous ai mis à Monsieur Fauvergue, je vous ai mis à part. De ce choix dans l'émission. Bien sûr. Mais Philippe David et Françoise. Ah oui, on est content. Mais j'en suis très content. Mais... Jean-Michel, il est policier, donc on peut rien dire. Jean-Michel, il est parfait, mais je l'adore. Parfois, il vient à Moscou. Vous avez une tendance quand même à faire des listes de la délation publique. Vous cherchez des assentiments, vous cherchez des critiques. C'est pas pifié de la résistance. Non, mais je pensais à ça. C'est français, monsieur, c'est français. La réplique. Et quand j'ai entendu Fauvergue, c'est à ça que je pensais. Pas pifié. C'est français, monsieur, c'est français. Extraordinaire. Je suis très content. C'est des films qu'on a envie de revoir en même temps. Qu'est-ce qu'on aime ce film. 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Notre slogan, pas de trêve olympique. Écoutez, moi je pense sincèrement que les JO c'est avant tout le fair play. Et là aujourd'hui la CGT elle joue un peu de l'anti-jeu justement. Parce que d'une part il y a vraiment un problème de préparation de ces Jeux olympiques qui ne pourront pas se faire sans les travailleurs et travailleuses. Faire des menaces encore une fois sur les Jeux olympiques alors même que nous assumons et nous assurons un dialogue avec les organisations syndicales. Il y a une vraie organisation qui soit discutée avec les organisations syndicales et avec les personnels qui seront particulièrement mobilisés pour donc ces Jeux olympiques. Et les usagers ont été bloqués aujourd'hui à cause des services de la SNCF en Ile-de-France. Le trafic dans Paris et en banlieue sont fortement perturbés ce mardi en raison d'un appel à la grève des cheminots à la veille d'une journée de négociation sur les primes au titre de leur mobilisation lors des JO, Philippe. Alors parlons vrai, faut-il appliquer la prime JO à tous les salariés des entreprises publiques qui vont travailler pendant les JO et les JO paralympiques bien évidemment? Faut-il durcir une bonne fois pour toutes le droit de grève? Croyez-vous à un blocage général pendant les JO? Et à cette question, faut-il une trêve olympique dans les mouvements sociaux? Vous dites non à 66%, la majorité des 2/3. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on accueille Xavier Bregaille qui est avec nous, militant Sudrail et agent de conduite en Ile-de-France. Merci d'avoir accepté notre invitation à Sud Radio. Philippe Bilger, une revendication qui, selon vous, est légitime? Bien, on avait déjà eu l'occasion d'aborder peu ou prou les mêmes problématiques dans les débats passionnants des vraies voix, et j'avais à chaque fois, pardon pour la répétition, souligné que on aurait pu espérer que face à la cause syndicale, quelle que soit sa demande, l'honneur fait au pays, on peut le dire, d'organiser les Jeux Olympiques aurait au moins atténué certaines revendications, voire les aurait mises en sommeil. Mais comme à chaque fois j'ai été contredit par les représentants syndicaux, je suis bien obligé de me dire, après tout, est-ce qu'il faut admettre que par réalisme, ils ont raison de profiter de cette période exceptionnelle pour réclamer des choses qu'ils n'auraient pas eues sans cette parenthèse qui sera peut-être magique. Je l'espère pour la France. Je n'en sais rien, mais apparemment le syndicalisme et les Jeux, d'une certaine manière, ne vont pas faire bon ménage. En tout cas, pour le syndicalisme, ça va être formidable. Françoise de Gois. Ils ont absolument raison, parce que là, autour de la table, on est bien gentils, mais si nous étions sur le terrain, si Jean-Michel était un simple policier qui va être obligé de sucrer ses vacances, il serait tout à fait content d'avoir des syndicats qui négocient des primes. Si Philippe Bilger, vous étiez conducteur de bus et moi de tramway, eh bien, avec du matériel, vous prenez tous les transports en commun, du matériel qui est complètement dingue. Je pense que les touristes qui arrivent ne savent même pas, par exemple, que la
plupart des bus ne sont pas climatisés à Paris. Vous imaginez, vous êtes conducteur de bus, vous avez déjà des lignes surchargées. Eh bien, il est normal que vous négociez un surplus de travail. Il est normal que les policiers, je trouve même qu'elle est assez minable, la prime, sérieusement, 1500 €, c'est pas énorme. Je trouve normal que les conducteurs de bus je trouve normal que les gens qui participent au jeu. 1500 €, c'est pas écoutez, une petite somme. Ouais, Cécile, ils vont sucrer leurs vacances. Il y a plein de gens qui vont sucrer leurs vacances. Ils vont faire garder les mômes. Tout le monde n'a pas des grands-parents qui peuvent accueillir les petits-enfants. Honnêtement, je trouve que c'est normal. Bravo les syndicats et vous avez raison d'arracher tout ça. Voilà. Jean-Michel Fauvergue. Alors il y a ceux qui sont mobilisés à 90%, 80-90%, les policiers, les forces de l'ordre, etc. Et c'est normal qu'ils aient des primes là-dessus, parce qu'ils brûlent pas leurs vacances. Et puis il y a les autres. Il y a les autres qui ne sont pas mobilisés du tout, plus que d'habitude, ou alors un tout petit peu plus, et qui eux profitent aussi et surtout, parce qu'ils ont des positions de blocage importantes, qui profitent surtout de toutes les occasions, y compris de ces occasions-là. De quelles autres vous parlez? Les pilotes qui vont travailler... Ils vont pas travailler pas plus qu'ils ne travaillent d'habitude. Ils n'ont pas le droit en matière de sécurité. Je suis d'accord avec vous, mais les rotations vont être plus courtes. Mais je vends pas de la salade. C'est honteux. Les médecins, Jean-Michel, les médecins qui vont travailler pour les Paralympiques. Bien sûr, à un certain moment, vous avez des gens qui travaillent plus que d'habitude. Cela, il y a que les policiers, bien sûr. C'est dingue de dire ça. Si, c'est ce que vous avez dit. Non, vous avez dit. Mais François, ça suffit. Jean-Michel, laissez-moi parler. On se croirait en 40. D'accord. On se croirait dans Papy et la résistance. Je rappelle. Vous pensez, vous êtes choqué par les mouvements de grève. Vous voulez que Françoise Degois devienne conductrice de tramway pour ne plus la voir couper la parole aux autres dans les vraies voies? Appelez-nous au 0826 300 300. Vous voulez que je la chambre un peu quand même. Vous avez raison. Allez, c'est un sujet important quand même. Allez, Xavier Bregaille, militant Sudrail et agent de conduite en Ile-de-France. Bon voilà, vous avez un espèce de petit panel du français moyen, si j'ai envie de dire. Voilà. C'est français ça, madame. C'est français, c'est les années 40. C'est une bonne blague aujourd'hui. Allez, plus sérieusement, pour qu'on comprenne bien, d'abord d'une part l'état d'esprit, mais surtout ce qui va se passer pendant ces JO et la quantité de travail, est-ce qu'elle va augmenter? Expliquez-nous pour qu'on comprenne bien, pardon. Oui, bien évidemment. Alors, ce qu'on a entendu avant, moi, ça me va plutôt. Il y en a un petit peu marre qu'on tape sur les syndicalistes ou les fonctionnaires. Là, on parle de personnes qui vont contribuer ou pas à la réussite des JO. Donc, ces JO, on sait qu'on les a en France et à Paris depuis 2017. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est par exemple notre entreprise, la SNCF, commence à discuter de ça pas 2 ou 3 mois avant, mais quelques années avant. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, mais à la SNCF, on a cette culture-là, c'est d'attendre le pourrissement. Aujourd'hui, ce qui était sur la table à la SNCF... Il n'y a pas qu'à la SNCF, c'est un petit peu partout pareil. Oui, c'est vrai, même dans leurs entreprises privées. Ils sont pourris. Mais il faut voir aussi ce qu'il y a de l'autre côté. Moi, je regarde avec mes collègues qui font... Moi, je suis conducteur de train, je regarde avec les conducteurs de bus ou de métro. Et eux, avec des discussions avec leur entreprise, ont obtenu des primes pouvant aller de 2500 à 2400 euros par mois sur les 2 mois ou le mois et demi de Jeux Olympiques. Mais pour qu'on comprenne bien l'effort, est-ce que vous faites un effort supplémentaire? Est-ce que vous allez travailler plus? C'est ça qui est intéressant. Si faire un effort, c'est pas partir en vacances avec ses enfants, oui, c'est un effort supplémentaire. Et ça, vous en avez beaucoup qui aujourd'hui sont contraints. On n'a pas encore de chiffres. On nous a pas imposé 5, 10, 15 jours de travail, mais on sait que ça va arriver. Ils savent que ça va arriver. Mais non, mais est-ce que vous êtes sûr que ça va arriver? Attendez. Est-ce que vous êtes sûr? Vous le savez, mais pour l'instant, vous l'avez pas. Donc vous prévoyez et vous faites vous prévoyez un moment de grève. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui on n'est pas payé quand on fait grève, on s'en serait bien passé. Il faut arrêter de croire qu'on est payé les jours de grève ou qu'on se fait plaisir à faire grève. Non mais je n'ai pas dit ça. Moi. Nous on aurait, non mais je le dis juste, c'est pas que on met la pression avant, mais quand on est à 2 mois des Jeux Olympiques, à 2 mois des Jeux Olympiques pour un événement majeur. Vous l'avez dit vous-même, vous avez dit que les policiers vont bénéficier d'une prime qui mérite de 1900 euros. Les agents de la fonction publique territoriale aussi, les agents de la RATP aussi, les agents de la PHP aussi. Pourquoi les conducteurs de train, ceux qui réparent les trains, ceux qui sont dans les postes d'aiguillage, qui partiront pas en vacances sur les périodes où tout le monde aime partir en vacances,
bénéficieraient pas d'une contrepartie. Nous, mais parce que les policiers, pardon de vous couper, les policiers vont travailler beaucoup plus que d'habitude. Mais eux aussi, ils sont réquisitionnés. Moi, c'est pour ça que je lui pose la question. Ils ne savent pas. Et puis autre chose. Je suis pas là pour mesurer la misère, mais non, après, bien sûr. Qu'on nous propose des choses décentes et on va discuter. On pense que demain, on va nous proposer peut-être des choses décentes, mais c'est malheureux d'en passer par une journée de grève massive comme aujourd'hui. Pour être écouté, on aimerait, sincèrement, de toute façon, à la SNCF, c'est triste. On signe un accord il y a quelques semaines sur la fin de carrière, on signe un accord avec toutes les organisations syndicales, ça va pas. Quand on fait grève, ça va pas. On se demande ce qu'il faut faire, en fait. Si vous avez la solution. Oui, faites pas grève. En fait, pas grave. On a signé un accord sur la fin de carrière et Farandou s'est fait virer. Oui, c'est vrai. Vous voyez le message. Donc Farandou, il se fait virer, bien sûr. Alors on a beaucoup d'appels au standard. Oui. Philippe bougez pas, Xavier Bregaille. En fait, si vous le permettez, au risque de vous paraître totalement naïf, est-ce qu'il aurait été inconcevable que face à une sorte de cérémonie nationale collective qui, en réalité, fait honneur à la France, les revendications syndicales se soient assoupies? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les syndicats, ils font partie de notre esprit collectif? Je veux dire, est-ce qu'il aurait été concevable qu'ils ne revendiquent pas à l'occasion de quelque chose qui aurait dû faire consensus? Dans un autre pays, oui, pas en France. Moi, je pense pas, malheureusement. Enfin, il n'y a pas de trêve de l'inflation, il n'y a pas de. Et vous savez, enfin, faut se dire les choses. Les cheminots sont pas les privilégiés qu'on veut faire paraître. Les cheminots, il y en a plus de 2/3 qui sont des smicards. Donc eux, Jeux Olympiques ou pas, il faut qu'ils vivent l'été. Et s'ils travaillent, il faut qu'ils soient payés plus. Et s'ils travaillent plus, il faut qu'ils soient payés plus. Nous, on est une entreprise qui travaille en 7 jours sur 7, 365 jours par an. On va travailler pendant les JO, il n'y a pas de souci. Faut juste qu'on soit rémunéré pour cette contrepartie. C'est tout. Il n'y a pas de levier malsain ou faut pas avoir. Enfin là, dites-moi depuis quand il n'y avait pas eu de grève en Île-de-France par exemple. Mais Xavier Bregaille, juste parce que pour être certain, de toute façon, dans l'absolu, JO ou pas JO, on vous demande de travailler plus, vous êtes payé plus naturellement ou pas du tout? Parce que là j'ai l'impression qu'on vous demande de travailler plus et que ces horaires ne vous seront pas payés. Elles seront payées, on est d'accord? Alors, elles seront payées au taux normal. Et pas plus, c'est quand on vous demande de prendre vos vacances au mois d'octobre. Moi, je n'appelle pas ça des vacances d'été. D'accord, ok. Non, ce sont deux sujets totalement différents. Mais les heures supplémentaires seront payées normalement. Et ce que vous voulez, c'est une prime parce que vous décalez en fait votre vie familiale. Comme tout le monde, comme les policiers d'ailleurs. Mais qu'on comprenne bien pour ça. C'est vrai, c'est une très bonne question. C'est une contrepartie de l'effort. Nous, on est prêt à faire des efforts et les cheminots en font. Enfin, si on peut prendre des trains toute l'année, tous les jours, la nuit, le jour, c'est que les cheminots font des efforts le week-end. Bon, Xavier Bregaille, le week-end, on n'est pas payé double. En octobre, les transports sont moins chers, puisqu'il n'y a pas d'enfants. C'est le côté positif. Ça appelle beaucoup au 0826 300 300, direction Dax. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir les vraies voix. Bonsoir Michel. On vous écoute Michel. On vous écoute Michel. Oui, moi c'est pour pousser un petit peu coup de gueule parce que j'en ai marre de cette grève par rapport aux Jeux Olympiques. Il y a trop de différence entre les cheminots et puis le reste de la France, et surtout les sociétés privées. Moi je suis tout seul. Je suis entrepreneur de travaux agricoles, je vis sans subvention. Et puis voilà, et si je veux moi augmenter mon salaire, il faut que j'aille me vendre sur le terrain et travailler davantage. Et puis après, ça n'engage que moi, mais bon, si les cheminots ne sont pas contents, ils changent de métier. Moi, je me plains pas. J'ai choisi mon métier, je sais que je travaille avec la météo. Et ce mois-ci, je suis embêté par la météo parce que je peux pas travailler. Donc mon chiffre d'affaires, il en dépend. Et puis personne ne viendra me soutenir. Donc voilà. C'est vrai que c'est deux salles, deux ambiances, Philippe Bilger. Là, on est vraiment sur deux. Oui, alors on n'est pas obligé d'accepter un tel contraste. Michel ne va pas travailler pour les JO en même temps. Bien sûr, un tel contraste. Mais moi, je vous rejoins, Cécile, dans la question que vous avez posée tout à l'heure. Il n'était pas inévitable qu'on demande des primes exceptionnelles, me semble-t-il. Mais il est facile de le dire quand soi-même on vit dans un climat relativement sombre.
somptuaire. C'est dans tous les pays, ça se passe comme ça. Même aux États-Unis, c'est le capitalisme absolu. Eh bien, pour Atlanta, quand il y a les Jeux Olympiques, c'est quasiment une règle. On sait très bien que c'est pour ça que je taquinais Jean-Michel tout à l'heure, parce que l'idée de dire qu'il y aurait que des gens qui travailleraient vraiment plus et pas les autres, qui serait un prétexte, parce que c'est exactement ça votre raisonnement, Jean-Michel. Je m'inscris complètement en faux. Mais je m'inscris en faux. Vous allez voir. Mais c'est exactement ce que vous avez dit. Vous allez voir comment vont ramer déjà le matériel roulant. Je veux pas être méchante avec vous, Xavier, mais enfin bon, les RER sont quand même dans un état à Paris qui sont proches de l'Ohio. Excusez-moi. De 1979. Non, mais enfin c'est une honte en fait. Oui, mais c'est une honte aussi pour les usagers, Françoise. Mais j'allais dire, c'est une honte pour vous, tout le temps en train de. Et c'est leur problème finalement. C'est terrible en fait. Aux cheminots, c'est que aujourd'hui ils sont, pardon pour le mot, forcément, ils font subir tout ça aux usagers qui n'y sont plus rien, qui payent. Vous avez raison. C'est ça le souci. Vous avez raison 100%, parce que c'est indigne. Combien de fois la répercussion elle est colossale. La question elle est pas là. La question elle est de se demander si dans ce pays on peut faire quelque chose d'exceptionnel sans que y ait un chantage permanent des uns et des autres et qu'ils en profitent pour avoir des primes, pour augmenter leur salaire. Il n'y a pas eu ça à chaque fois. Sur la Coupe du Monde, il n'y a pas eu ça. Sur la Coupe du Monde de Galles, il y avait eu des grèves. À chaque moment. Notamment le SNPL, les pilotes de ligne. Les amis, un petit mot d'Elsa qui est avec nous. Elsa voulait réagir. Pardon Elsa, parce que on est assez nombreux aujourd'hui. Votre réaction, Elsa? En fait, j'allais poser la même question que vous aviez posée par rapport aux horaires, parce qu'en fait, normalement, un employé, les horaires sup, elles sont payées. Donc là, le débat, il devrait même pas y avoir de débat. Et sur les vacances, je pense pas. Si je me trompe, dites-moi, mais je pense pas que sur les vacances d'été, on ait réquisitionné tous les salariés de la SNCF. Donc je pense que une ou 2 semaines, je pense que les salariés de la SNCF peuvent, sur les 2 mois d'été, juillet, août, s'ils veulent partir avec leurs enfants en vacances, peuvent, je pense, trouver 1 à 2 semaines de vacances si vraiment, pour eux, c'est indispensable d'être l'été avec leurs enfants. Mais ça s'entend aussi, parce qu'en fait, dans les entreprises privées, c'est parfois on nous impose aussi nos vacances et on demande pas une prime ou. Le problème, c'est que de toute manière, c'est ça en France. De toute façon, il y a toujours 2 France sur ce sujet-là, Elsa. De toute façon, malheureusement, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, Elsa. On veut dire merci à Xavier Bregaille. Xavier, vous êtes avec nous. Est-ce que vous êtes... Merci 1000 fois, Xavier Bregaille, d'avoir été avec nous, militant Sudrail et agent de conduite en Île-de-France. Et puis, vous nous tenez informés de la suite? Allô, Xavier? Oui. La suite, on verra demain. Bon, c'est des JO qui vont drainer des milliards. Il n'y a pas de chantage ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, c'est pas nos JO. Moi, j'ai pas les moyens de me payer une place pour les JO. Par contre, on me demande de travailler et tout travailleur dans ce pays a le droit de revendiquer. Il n'y a pas de trêve pendant les JO. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Elsa, on vous garde. On va jouer au qui c'est qui l'a dit. Et puis on verra. On joue à qui perd gagne peut-être. Je sais pas. On verra. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Françoise de Gois, tout va bien? Oui, super bien. Je sens que ça va être Fauvergue, tout va bien. Qui c'est ça va mieux qu'en 1940. Je pensais, ma chère Cécile, en écoutant syndicaliste à la phrase de La Rochefoucauld, supporte aisément les mots d'autrui. C'est beau. On cite Lacan, La Rochefoucauld. On y va à fond. Bravo, mon cher Philippe. Vous savez, Philippe, nous sommes dans la haute. Absolument. Allez, tout de suite. Merci, Cécile. Le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et pour ce quiz de l'actu, Elsa est avec nous. Elle a l'air redoutable, Elsa. Elle envoie du bois, Elsa. Elsa, vous faites quoi dans la vie? On vous a pas posé la question. Je travaille dans l'audiovisuel. Mais sinon vous faites quoi? Je vous avais dit que c'est la chanteuse. C'est la chanteuse. Vous êtes productrice, vous êtes journaliste, vous êtes quoi, Elsa? Je n'en dirai pas plus. Excusez-moi, ici la police, c'est Jean-Michel Fauvergue, c'est pas vous. Si, c'est la police française, c'est français, monsieur. Attendez. Deuxième question. Est-ce qu'on se connaît, Elsa? Non. D'accord, ok. Oui, je vous ai maquillé. Vous êtes très désagréable, Madame de Ménibus. Non. Je suis dans l'ombre. Ah, vous êtes dans l'ombre. Vous êtes réel.
elle est réelle. Vous êtes avec une réelle. cagoule. Ah, elle est réelle. Elle est chargée de prod. Excusez-moi, il vaut mieux être dans l'ombre qu'à l'ombre, hein, soit dit en passant. Chef d'édition. Je crois Elle est chef d'édition. je crois que c'est un pseudo. De la cuisiner comme ça. Et je pense que c'est la patronne de France Télé, si je me souviens bien. C'est français, monsieur. C'est français, c'est Ramirez. C'est parti. Allez, le quiz de l'actu. Écoutez bien, Elsa, c'est une question à 1 point, fastoche. Qui c'est qui l'a dit? La parole du policier est supérieure à celle de celui qui l'arrête. Darmanin. Ouais. Celle-là, je l'avais. Question à 2 points, Elsa. Question à 2 points. Celle-là, vous l'avez. Qui c'est qui l'a dit? Emmanuel Macron et Marine Le Pen se font la courte échelle. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Elsa. Ah, je dirais Mélenchon. Non, non, Glucksmann. Non, c'est pas le même. Olivier Faure. Bonne réponse. Retailleau, Bruno. Hein. Tout ça parce que vous Cécile avez a pas dit. spécifié laquelle, lequel, mais on va Non, dire c'est Bruno. celle d'avant. Non, mais arrêtez de tricher, Cécile de Midibus avec vos grands yeux Je bleus. rebondissais. Non, d'abord, j'ai les yeux verts. Vous me regardez pas assez. Vous avez les yeux à la Rendez le billet de 50 euros, là. Rendez le billet de 50 euros. C'est humiliant pour moi. Non, mais bien sûr, je ne mais peux pas répondre spontanément. Excusez-moi, je vous demande d'arrêter. Ah voilà. Je vous demande. Oh là Vas-y, là, j'adore avoir autant de pouvoir. Allez, qui c'est qui l'a dit? 2 points, ma chère Elsa. Sur le mandat d'arrêt international contre Netanyahou, j'ai envie de dire enfin. Ah bah, Elsa. tranquille. Elsa. Oui, j'ai envie de dire enfin. Oui. Sur le mandat d'arrêt international contre Netanyahou. Oui. Bah oui. Bon, allez, c'est bon. Mélenchon, non. Vous l'avez pas? Non. Mélenchon. J'allais dire à nouveau Mélenchon. Madame Bompard. Non. Panot, Rima Hassan. Non. Clémentine. Non. Guité. Non. Eh ben personne ne l'a. Non. C'était Manon Aubry, tête de liste Bah oui. période européenne. Ah oui, On vous est êtes bêtes comme des pour pas pieds. l'avoir trouvé, Oh Fabrice. là là, quelle Allez, Non, nullité. pas comme vos pieds, parce que moi j'ai des pieds très Allez, intelligents. qui c'est écoutez. qui l'a dit? Tiens, on va s'en faire un à 3 points là. On va... Manon Manon Aubry. Aubry. Manon Aubry, mais comme il parle. Allez, qui c'est qui l'a dit à 3 points parce qu'elle est pas facile, c'est pas un homme politique. Je suis très optimiste concernant l'augmentation du taux d'emploi des seniors. C'est un syndicaliste, Elsa. Je donne à Madame Gauchard. Ah, c'est Frédéric de la Force ouvrière? Non. C'est Berger, Laurent Berger? C'est pas nos jeux. Non, c'est le gars, MEDEF, c'est le patron du MEDEF. Comment il s'appelle? Bon, ben, je l'ai donné. Bon, C'est le bon, patron du Patrick MEDEF. Martin, Patrick le patron Martin. du MEDEF. C'est ça, c'est vrai. Alors c'est pour qui les points? C'est pour moi. Françoise de Gois, C'est elle a le dit patron Martin. du MEDEF. pas dit Martin. Mais je cherchais le nom. Grosso modo, une réponse un peu. Allez, Ouais, on y on va, s'en les va. amis, on y va, puisque là, ça va vite. C'est 2 Allez. points. Ne commentez pas la vie politique que par les sondages. C'est favoriser celles et ceux qui n'ont aucun bilan ni programme, comme Jordan Bardella, Jordan le mytho. Qui est-ce qui a dit ça, Ah, Elsa? c'est pas mal, ça, c'est Le drôle. mytho. Elsa. Ah, C'est s'appelle- une chef de parti. Allez, Elsa. Allez, mon petit. Est-ce que je sais qui c'est? Oui. Pas nous. Elsa, Non, Manon non. Gauchard. Marine Tordelier. Bonne réponse de Françoise de Sur Gois. sur LCI ce matin. Marine Tondelier, c'est la fin. C'est la Eh bien, fin. c'est Françoise de Gois qui gagne. Est-ce qu'il faut Oui. avoir des applaudissements? Oh, bah, dis donc, c'est maigre. Non, mais n'importe quoi. Merci. Voilà, J'ai l'impression, et mes bravos, mes Elsa, acclamations. Elsa, on vous Il en fait des manque une. bisous. Il en Merci manque un. beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Et vous embrassez la télé pour nous, l'audiovisuel. Vous embrassez la radio, vous embrassez des copains de la chaîne d'à côté. Elsa, je vais faire ma petite enquête. Moi aussi. Allez, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu. On parle de quoi avec vous, Philippe Bilger? Jean-Jacques Goldman. Avec vous, Françoise de Gois. On parle d'Emmanuel Macron qui part en Nouvelle-Calédonie. Jean-Michel Jeux Fauvergue. paralympiques. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300, on y va. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gois, Jean-Michel Fauvergue et vous, 0826 300 300 avec Aude qui vous attend bien entendu avec son grand sourire. Ça va Philippe David? Ça va toujours très bien, Cécile. Dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Nous partons donc à Marseille, je crois. Oui, où une enquête est ouverte après des tirs en pleine nuit sur des voitures de joueurs de l'OM qui sortaient du centre d'entraînement. Comme d'habitude, je vais remettre l'église au milieu du village. On parle souvent du temps de décence dans lequel on ne dit pas de mal de quelqu'un qui vient de décéder, mais je voudrais m'élever contre les condoléances envoyées pour la mort d'Ebrahim Raisi, le président iranien, par des personnes ou des institutions qui nous représentent. Ainsi, le Quai d'Orsay a présenté ses condoléances à la République islamique d'Iran, tandis que l'UE a présenté ses sincères condoléances. Des condoléances qui posent question quand on sait que le surnom du défunt était le boucher de Téhéran, un boucher
et qui, contrairement à ceux qui pratiquent cette noble profession, ne découpaient pas des animaux morts en entrecôte, filets mignons ou magrets, mais faisaient tuer par balle ou pendaison, faisaient violer et torturer des personnes demandant la liberté ou des femmes ne voulant plus porter le voile. Bref, vu le pédigré du personnage, le syndicat débouché devrait porter plainte pour injure publique et atteinte à la réputation. Mais ce qui est encore plus révoltant dans les condoléances de la France, de l'UE et de l'OTAN, deux organisations auxquelles la France appartient, c'est qu'il représentait un régime qui a fait couler le sang des Français et de réfugiés iraniens en France, les attentats de 86 ou l'assassinat de Chapour Bakhtiar ayant été organisés depuis Téhéran, à croire que ces crimes terroristes seraient passés par pertes et profits. Lors de la mort d'Hitler, Eamon de Valera, le président irlandais, avait présenté ses condoléances à l'Allemagne nazie, tandis qu'Antonio de Oliveira Salazar, le dictateur portugais, avait décrété un deuil national. 79 ans plus tard, les choses n'ont manifestement pas changé. Comme a dit François-Xavier Bellamy, on ne présente pas des condoléances attristées lorsque meurt un bourreau. Philippe Bilger. Comment dire ? Immédiatement, vous avez raison, on est indigné, c'est un tueur, ce Raïfi, quand on voit les milliers de morts qu'il a fait exécuter. En même temps, essayez d'imaginer une vie internationale où chaque État démocratique ferait ses propres choix. Pourquoi pas, après tout? Est-ce qu'on peut concevoir que on partage sur le plan de la vie internationale les bons selon nos critères et les mauvais selon d'autres? Est-ce que ça ne risque pas de créer une sorte de désordre? Mais je n'en suis pas, je ne me battrai pas pour ça. Je suis d'accord absolument avec votre édito, je trouve ça complètement incroyable. L'Iran, par exemple, à travers ses proxys, est responsable de 80% des malheurs du Proche-Orient aujourd'hui. Vous savez que l'Iran finance le Hamas, l'Iran finance le Hezbollah, finance les Houthis, l'Iran finance des attentats. Je ne comprends pas, mais de toute façon, le Quai d'Orsay, on est né avant la honte, si vous voulez. Entre ça et le communiqué sur la CPI, et maintenant Stéphane Séjourné qui rétrograde qui rame en disant je ne veux pas d'équivalence, parce qu'ils se rendent compte, ils ont mis des heures à pondre ce truc qui est tombé dans la nuit. On a le communiqué le plus nul de l'ensemble des pays de l'OCDE, sérieusement. Donc non, bravo Philippe David, pour une fois je suis d'accord avec vous. Jean-Michel Fauvergue. Alors moi je conçois qu'on puisse pas dire ouais c'est une bonne chose, très bien, bravo, applaudissons. Mais on a perdu l'habitude de se taire. Je pense qu'à un certain moment il vaut mieux se taire. D'accord, bravo, super. Il vaut mieux se taire plutôt que dire n'importe quoi. C'est vrai, c'est une très bonne attitude. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vu un truc qui m'a bien fait marrer moi sur les réseaux sociaux, qui disait c'est la première fois que dans un accident d'avion, en l'occurrence c'est un accident d'hélicoptère, on souhaite ne récupérer personne. Oui, c'est vrai. Se taire. Et quand on voit la joie en Iran... Oui, les feux d'artifice, vous vous rendez compte, vous imaginez l'idéologue que c'est pour être procureur adjoint de Téhéran à 20 ans. Il avait 20 ans quand il est devenu procureur général adjoint. Il avait 28 ans quand il a réprimé dans le sang les manifs des opposants en 1988. Vous imaginez, et nous, ben non. C'est pas ça qui fait la différence de la France sur le plan international. Allez, direction Marseille avec Félix Mathieu, vous avez la parole. Enquête ouverte après des tirs sur des voitures de 2 joueurs de l'OM. 3 voitures ont été visées, mais 2 ont été touchées dans la nuit de dimanche à lundi après la sortie du centre d'entraînement de la Commanderie. Il était environ 3 heures du matin. L'équipe venait de rentrer à Marseille après son dernier match de la saison de Ligue 1 au Havre. Les voitures donc des internationaux camerounais Jean Onana et Faris Moumbagna ont été touchés. Ils ont pu prendre la fuite, mais ils seraient sous le choc, physiquement indemnes. Le ou les assaillants n'ont pas été retrouvés en tout cas. Bonsoir Bruno Bartosetti. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Eh bien, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat de police Unité. Alors, certaines sources proches du club de l'OM évoquent une tentative de carjacking, autrement dit, des assaillants qui auraient attendu les joueurs pour tenter de leur voler leur voiture. Est-ce que c'est une hypothèse crédible ? Oui, alors c'est la première hypothèse en tout cas, mais on peut s'interroger. Et vous savez, quand on est flic, on s'interroge beaucoup. Toutes les pistes retiennent notre attention. Et là, si vous voulez, même si les joueurs apparemment n'ont rien à se reprocher, on s'interroge sur le fait que on s'intéresse à eux. Je dis pas qu'ils sont misérables, mais ce sont pas les joueurs les mieux payés de l'OM. Ils venaient d'arriver. Pourquoi ils n'ont pas pris la sortie habituelle? Vous voyez, il y a toutes ces questions
qui se pose aujourd'hui au sein des policiers qui mènent l'enquête, qui mènent une enquête très sérieuse. J'insiste bien, je n'ai pas d'éléments à vous donner, je ne suis pas au cœur de l'enquête, mais je ne vois pas comment on peut ne pas s'interroger quand on a une affaire aussi sensible. Néanmoins, il faut quand même, c'est pas la première fois que des joueurs se font agresser ou sont victimes de carjacking ou homejacking. Mais carjacking avec du feu, enfin des coups de feu, c'est assez rare quand même. Dans l'absolu. Oui, absolument, c'est assez rare. Oui, là, c'est assez rare. C'est vrai que on menace. Il peut y avoir même de la violence. Ça, à partir du moment où on est menacé, même s'il n'y a pas de tir, même s'il n'y a pas de coup porté, on est dans de la violence. Mais lorsqu'on arrive justement à tirer et au risque de mortellement blesser des joueurs, c'est vrai que c'est assez rare. Il faut le souligner, de le faire. Françoise ou Philippe Bilger? Oui, vas-y. À votre avis, est-ce que c'est le signe que depuis longtemps le football marseillais est imprégné par une tonalité généralement un petit peu douteuse? Gangrénée peut-être. Alors, je vais écarter cette affaire et c'est parce que je voudrais pas que l'on fasse que je mets en cause. C'est pas ce que vous me dites, hein, mais je vais écarter cette affaire parce que je voudrais pas qu'on mette en cause ces deux joueurs qui, à ce jour, n'ont rien à se reprocher à ma connaissance. Mais on a eu des sujets effectivement par le passé. Il faut pas que ce soit un sujet tabou, des liens avec. Je vous parle, il y a quelques décennies quand même, des liens avec des mouvements mafieux, avec des mafieux et des joueurs qui avaient pas les mains très très propres. Donc c'est vrai que ce sont, voilà, culturellement, malheureusement, mauvaise culture à Marseille. On a connu ceci par le passé. Espérons que ce soit pas de la même du même niveau, mais en tout cas, voilà, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre autour de cette affaire et c'est assez surprenant qu'ils aient pas réussi leur coup à 3h du matin. Voilà, je dis. En tout cas, peut-être. Je suis pas dans la tête des voyous, mais on peut se poser des questions. On verra la teneur de l'enquête, bien entendu, si toutefois on arrive au bout. Merci mille fois d'avoir été avec nous, en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Bruno Bartocchetti, secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat Unité, police Unité. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix avec Philippe Bilger. Jean-Jacques Goldman. Emmanuel Macron à Nouméa. Et avec vous, Jean-Michel Fauvergue. Les quoi? Les Jeux Paralympiques. Les Jeux Paralympiques. On en parle dans un instant. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les Vraies Voix jusqu'à 19h. On a la chance de vous avoir tous les jours, que vous nous accueilliez chez vous, où que vous soyez, au bureau. Dans la voiture. Au bureau. Vous pouvez nous écouter en sourdine, hein, parce qu'au bureau, normalement, on écoute la radio au bureau, oui. Ah oui, bien sûr, on peut, oui. C'est autorisé? Ah oui, bien sûr. Ça dépend ce que vous faites. Nous, vous pouvez vous faire une ordonnance. Hein, voilà, c'est médical. Ouais. Vous êtes obligé d'écouter les Vraies Voix. Ils écoutent Sud Radio. Ouais. Sud Rail, ils écoutent. Sud Rail Radio. Avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue. Tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Venez à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme tête, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi, je veux du féroce actualité. C'est récente, cette table à des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Ah, les grandes voix du cinéma, on adore. Philippe Bilger, c'est les grandes voix de la chanson. Jean-Jacques Goldman, votre tour de table. Voilà, je continue à éprouver une admiration quasiment absolue pour, j'allais dire, ce chanteur, bien plus qu'un chanteur, une personnalité rare. Et j'ai appris récemment qu'il avait accepté de composer une chanson Résistant pour une enseignante à Vénissieux dans le cadre d'un spectacle scolaire sur la résistance, précisément la transmission. Et elle a eu du mal, mais il a accepté volontiers de le faire, malgré des difficultés pour être joint, et parce qu'évidemment ça lui rappelait son père, Moy, cette résistance-là, et ça montre à quel point cet homme que j'ose qualifier d'exceptionnel demeure fidèle à son histoire, est capable de
participer quand il l'estime nécessaire et légitime, et de demeurer dans une discrétion de classe absolue quand il n'éprouve pas le besoin de se montrer. Jean-Jacques Goldman, c'est vraiment un être rare. Françoise de Gaulle. Je partage tout ce que dit Philippe. Je suis sidéré par la grandeur de cet homme, et on le fait pas plus beau parce qu'il est loin et qu'il se tait. Il a toujours été comme ça. Je vous avais raconté, moi, mon histoire. J'étais jeune journaliste, j'avais fait une interview avec lui très longue qu'il m'avait accordée, et évidemment, je me suis rendu compte, le technicien a dit, j'ai pas enregistré. Et ça a été absolument épouvantable. C'était horrible. Et j'étais perdu totalement. Et je suis allé voir Jean-Jacques Goldman. Je lui ai dit, excusez-moi, il y a une erreur qui a été commise. Il a refait. Ah oui, sympa. Il a refait, c'est-à-dire que il y a quelque chose chez lui, je sais pas, de l'amour du genre humain, voilà. Je sais pas, je suis comme vous, j'adore Jean-Jacques. Je suis pas objectif, j'adore. Fan de Goldman aussi. Oui, tout à fait. Comme nous tous, en fait, c'est comme tout le monde et comme la plupart des Français, puisque c'est une des personnalités les plus marquantes des Français. Ouais. Moi, je trouve qu'il était grandiose dans ses présences, et il est merveilleux dans son absence. C'est vrai. Comme c'est bien dit. Ah, c'est beau. Ah, c'est bien. Ah, c'est classe. Bravo. C'est classe, bravo. Là, non, mais celui qui arrivera à décrocher dans le fantasme absolu, c'est d'arriver à décrocher un jour un livre d'entretien avec Goldman. Moi, je serais, s'il y avait un seul livre à signer un jour, ce serait passer des heures d'entretien avec cet homme qui a. Mais en plus, un livre récemment, je crois, mais non, il a été contesté. C'est une biographie non autorisée. Non, mais là, un livre d'entretien avec lui. Quel regard il porte sur le monde, sur la crise. On a compris quand il sort de son silence pour les soignants et pour les caissiers, etc. Il chante assez faux quand même dans sa vidéo qui fait de Londres, mais on est tous éblouis par ce cadeau qu'il fait. Je voudrais comprendre quel regard il poserait sur le monde aujourd'hui. Quand j'avais été en rapport avec lui à la suite de billets enthousiastes très vite, il m'avait répondu, je voulais faire un entretien très long, il m'avait dit, vous savez, je ne suis même pas sûr de ce que je dis en musique, alors en politique. C'est drôle. François, si jamais il refuse une biographie, je propose à Philippe David. Oui, bien sûr. Oui. Moi, comme je suis sympa, il me dira oui. Non, que vous fassissiez la biographie de Philippe David. Il y a tellement peu de choses à raconter que ça va être vite fait. Je peux faire une biographie imaginaire, vous savez, un truc. On ferait un chapitre exclusivement consacré au calendrier. Allez, Françoise. Oui, très vite. Jean-Michel Fauvergue, peut-être sur les Paralympiques. Allez, les Jeux Paralympiques. Moi, je voulais parler des Jeux Paralympiques. Je ne sais pas si l'exploitation des handicapés, si c'est une exploitation de la cause du handicap ou si c'est une aubaine. Alors, les Jeux Paralympiques, un peu d'histoire rapidement, ils ont été créés en fait en 1948. En fait, ils n'ont pas été créés en 1948. Les premiers Jeux qui n'étaient pas officiels, c'était en 48. C'était en 48. C'était à Stockmanville et c'était des anciens de la RAF qui étaient blessés et qui avaient fait les Jeux en même temps que les Jeux de Londres qui se déroulaient en même temps. C'est drôle. Ouais. Et leur entraîneur qui était aussi leur neurologue, et ça c'est encore plus drôle, c'était un Allemand. Il s'appelait Ludovic Godman. Mais la vraie création des Jeux Paralympiques, c'est en 60 à Rome, et les Jeux Paralympiques ont commencé en 60 à Rome, et ils ont réuni au départ 5000 personnes qui assistaient à la cérémonie. Nos Jeux à nous, c'est donc en 2024, c'est bientôt. Ils auront lieu du 28 août au 8 septembre, du 28 août au 8 septembre. Il y a 11 jours de compétition, il y aura 4400 para-athlètes qui seront là, sous la devise c'est quoi la devise? Spirit in motion. Ça veut dire en mouvement, l'esprit en mouvement. Et c'est un visuel très fort parce que vous avez dû voir d'ores et déjà les pubs sur les Jeux Olympiques qui mélangent à la fois les athlètes qui sont valides et les athlètes qui sont pas. Vous avez vu cette fille qui saute arrête, j'ai l'air aux yeux, arrête, avec ses prothèses magnifique. En carbone. Elles sont magnifiques. J'ai vu moi aussi sur un réseau social une jeune athlète qui fait des tractions avec son fauteuil qui est attaché aux jambes. C'est-à-dire qu'elle monte en traction le fauteuil qui est attaché. Quand vous savez la difficulté qu'on a à se monter son propre poids sur la traction, c'est énorme. Donc il y a des visuels forts là-dessus, des visuels qui quelquefois
Moi, me pose question quand même quand on voit la pub d'un vendeur de voitures ou d'un vendeur de pneus. C'est limite exploitation et voyeurisme, mais c'est peut-être quelque chose aussi de naturel puisque c'est fait pour les valides. Donc c'est peut-être le même combat, valide et invalide. C'est ça peut-être le progrès qu'il faut voir dans ces pubs-là. En fait, en réalité, l'idée générale, c'est pas l'inclusion du handicap dans la société, mais c'est l'inclusion du handicap, je pense, dans nos mentalités, dans les esprits, dans nos visions habituelles du monde moderne. Le porteur de handicap est en fait une personne comme une autre. Une personne comme une autre, en fait, peut-être pas, parce que les athlètes handicapés, eh bien, ils sont exceptionnels. Ils ont un petit truc en plus. Comme dirait Artus dans ce merveilleux film, c'est un film formidable, hein, le film d'Artus. Ils ont un truc en plus, pour eux, leur truc en plus, c'est qu'ils concourent pour 2 médailles. La première médaille, c'est la médaille sur les épreuves sur lesquelles ils sont inscrits. Et la deuxième médaille, c'est leur handicap. Et ça, ils le combattent tous les jours. Et pour ça, ils méritent une médaille d'or tous les jours. Bravo, voilà, bravo. On n'a rien à rajouter. Et j'en profite pour dire que n'oubliez pas qu'il y a des handicaps invisibles. Absolument. Et faites bien attention vous avez raison autour de vous parce que ça ne se voit pas. Et, vous avez raison. Et eux, il faut aussi y faire extrêmement attention. Allez, dans un instant, Françoise, vous reviendrez sur... Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, c'est moins romantique, c'est moins beau. Voilà. On en parle dans un instant, on fait une petite pause. Merci en tout cas de votre fidélité. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, merci de nous écouter tous les jours. Comme les enfants, nous avons un petit goûter. Oh, merci Félix Mathieu. Ah oui, merci Félix. Un petit goûter. C'est trop sympa. Merci Féfé. Non, c'est pas un petit goûter. Je pense qu'il y a 250 paquets de gâteaux qui viennent d'arriver. Et ça, je vous assure que pour mon corps d'été qui est arrivé, qui n'est toujours pas à ma taille, c'est une mauvaise nouvelle. Vous savez que vous êtes en train de nous lourder, que la direction écoute. Vous savez qu'on n'a pas le droit de manger sur les tables ni boire. Non, on ne mange pas sur la table. On a posé les paquets sur la table. Ça n'a absolument rien à voir. De toute façon, il y a des vidéos, donc ils pourront regarder. Françoise de Gois, le tour de table de l'actu de Françoise de Gois. C'est bien de dénoncer comme ça, Françoise. On part en Nouvelle-Calédonie. Non, mais justement, je dénonce pas. Monsieur, moi, je n'ai pas mangé de gâteau, monsieur. Non, si, j'en ai mangé, j'en ai plein la bouche. Non, moi, je fais jamais, je tire jamais dans le dos, moi. C'est toujours direct et frontal. Ça, c'est ma qualité. Poum. Alors, oui. Dites-moi, alors, Emmanuel Macron arrive en Nouvelle-Calédonie. La preuve qu'elle va tirer direct. Il part ce soir. Non, écoutez, a priori, sur le papier, c'est plutôt pas mal, mais après, quelles sont les intentions? Quel est le but réel? Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que c'est toujours le syndrome Emmanuel Macron? Les choses ne peuvent être faites que si moi je m'en occupe, vous savez, de la cave au grenier, y compris, je pense même repeindre les plafonds de l'Élysée. Vous comprenez? Ce syndrome de tout contrôler. Il y a quelque chose, moi, qui m'interroge, qui me pose question. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Je ne saurais le dire. Je pense que c'était à la fin du voyage. Il reste à peine 24 heures qu'on saura. Mais si c'est pour faire l'annonce de la suspension du processus de révision constitutionnelle, parce que en réalité, Emmanuel Macron, il est comme les copains. Eh bien, il a fait ses comptes et il sait très bien que ça ne passera pas de toute façon au Congrès à Versailles. Si c'est pour faire 20 000 kilomètres flanqués de Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, pour faire cette annonce-là à Nouméa, est-ce que c'était bien nécessaire? Quel est toujours le but? C'est ça la question. A priori, ça ne me gêne pas qu'un président de la République y aille, mais est-ce qu'il n'y va pas presque la fleur au fusil avec cette idée qu'il va tout régler lui-même? S'il y va, il faut que ça soit profond, concret, il faut que ça débouche. Et pour le moment, je suis un peu dans le flou. Voilà. Philippe Bilger, procès d'intention ou pas? Je me demande si ce voyage n'a pas de rapport avec le désir qu'il avait de ne pas prolonger l'état d'urgence. Je rejoins par un autre biais, François, ce que vous avez dit. C'est-à-dire, il arrive, Veni, Vidi, et peut-être a-t-il vaincu. Mais je crois que c'est lié à cette volonté de, apparemment, de normaliser là-bas. Mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Moi, je suis certaine qu'il va faire une annonce. Et on peut pas être aussi spectaculaire. Vous imaginez, en plus de ça, les gens qui l'attendaient aujourd'hui à Caen, pour l'hommage aux 2 agents de la pénitentiaire tués. Il y a quand même un chagrin, il y a une grande déception, bien sûr que c'est Gabriel Attal qui va y aller, mais il faut quand même que ça soit pour une bonne raison, que Emmanuel Macron fasse ça aussi.
La bonne raison, elle existe. C'est que le territoire, le caillou est à feu et à sang et qu'il est président de la République. Donc la bonne raison. Tu peux envoyer ton Premier ministre. Je crois qu'il en faut pas plus. Et c'est bien pour la Calédonie que le président se déplace. Alors effectivement, en même temps, il y avait le deuil, la cérémonie de ces malheureux. Vous pouvez pas partir après. Quand vous dites c'est bien, ça veut dire que c'est un geste important? Bien sûr, c'est un geste important pour les Calédoniens, c'est un geste important à la fois pour les Mélanésiens et pour les Caldoches et pour les Européens qui sont sur place. Et puis c'est un geste qui va dans le bon sens. Maintenant, on va voir comment. C'est normal que vous vous intéressiez à ça et que vous posiez des questions, mais on va laisser faire peut-être les annonces qui vont être faites. Aujourd'hui, vous parliez du vote au Congrès. La problématique du vote au Congrès, c'est pas la problématique du président de la République, c'est la problématique des parlementaires. Les parlementaires au départ, ils étaient majoritairement pour ce changement-là. Maintenant, ils sont en train de vaciller, comme d'habitude, pour certains, à commencer par la présidente, de l'Assemblée nationale. Mais c'est normal. Donc, à un certain moment, c'est normal que le président de la République se pose les questions de savoir s'il aura la majorité. Donc, on va. Je pense qu'il est urgent d'attendre, mais c'est très bien qu'il soit sur le caillou et c'est très bien qu'il parle aux Calédoniens. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il pourrait annoncer la composition d'une sorte de comité? Mais c'est pour ça qu'il y va. Ce matin, peut-être, disant en gros. Mais il va annoncer des choses, bien évidemment, bien sûr. Alors, moi, tout ce que tout le monde attend, les oppositions. Moi, je ne suis pas d'accord, Jean-Michel, avec vous quand vous dites il change d'avis. Mais évidemment, quand vous voyez l'état dans lequel, évidemment, quand on voit comment le processus a été brutalisé. Donc ça veut dire qu'il faut reculer, c'est ça? Mais c'est pas. Ça veut dire qu'eux reculent. Non, mais les parlementaires sont en train de reculer. Mais c'est normal. Écoute, ils représentent la nation. Moi, j'écoutais le parlementaire de Renaissance. Même la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, je crois, demande à Emmanuel Macron de suspendre le processus. Enfin, c'est quand même les gens qui sont sur place et qui savent le mieux. Les Renaissances, on pourrait l'accuser, comment dirais-je, de haute trahison à l'égard du président. Pas du tout. Reculer, c'est pas, comment dirais-je, échouer et poser un genou à terre. C'est incroyable, ça. Cette idée que le recul est négatif. Non, ça s'appelle de la sagesse. Vous savez, quand vous faites de la montagne, parfois vous êtes à 10 mètres du sommet, une tempête éclate. Moi, mon père, il m'a toujours appris, la sagesse, c'est de savoir redescendre plutôt que de s'entêter à vouloir atteindre, même si c'est à 10 mètres, et c'est souvent comme ça que vous trouvez la mort, voilà. François, ce serait assez paradoxal de reculer alors que le combat politique est devenu parfaitement dérisoire là-bas. Il n'est pas dérisoire, le combat politique. On n'est pas obligé. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le Congrès est l'histoire de la Calédonie, c'est des profonds reculs. Tous les accords tous les accords qui ont été signés. C'est de la décolonisation, ça s'appelle. La procrastination, c'est on remettait au lendemain. Mais c'est pas vrai. Ce sont des accords face à des émeutiers, c'est la vraie question. Mais ce n'est pas reculer. À partir du moment où l'ordre est rétabli, on a la sagesse politique de dire il faut repasser autrement. Voilà. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix, la Cour pénale internationale qui demande des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le chef du Hamas pour crime contre l'humanité. Alors parlons vrai. Pensez-vous que les juges de la CPI vont suivre les recommandations du mandat d'arrêt? Comprenez-vous le soutien de la France à la CPI? La CPI a-t-elle des indignations à géométrie variable? Et à cette question, peut-on mettre sur le même plan Netanyahou et le Hamas? Vous dites non à 63%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Élise Le Gall est avec nous, avocate auprès de la Cour pénale internationale. Pardon, on est très en retard. Est-ce que ces mandats peuvent avoir une influence sur le conflit? Tout à fait. Ils peuvent avoir une influence, à la fois un impact symbolique, mais aussi pratique. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Qu'est-ce qu'on entend comme bêtises hors antenne, si vous le saviez? Mon Dieu, et je suis en majorité responsable. Et c'est pour ça que je ne mets plus dedans. Totalement responsable. Non, bah ça va, oui. Et ensemble à la vie, à la mort. Oui, mais là vous êtes quand même totalement responsable. Il est méchant. Ouais, sauf qu'il balance un peu quand même aussi. La méchanceté, il est moche, en plus c'est mal élevé. Vous vous souvenez de ça? C'est trop folie des grandeurs avec Jean-Michel Fauvergue. Colossale conspiration. Cet enfant ment en allemand. Je reconnais mes enfants, même ceux des autres. Avec Philippe Bilger. Oh là là, c'est drôle, pardon, excusez-nous. C'est sérieux. En tout cas, 0826 300 300, vous voulez participer au débat, vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est une véritable déflagration quand on a reçu une alerte qui nous dit « Sur la base des éléments de preuve recueillis, j'ai des motifs raisonnables de croire que Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, qui est donc le ministre de la Défense d'Israël, portent la responsabilité pénale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis sur le territoire de l'État de Palestine. » Cette cour n'a aucune autorité sur l'État d'Israël. La possibilité même qu'un mandat d'arrêt pour crimes de guerre soit délivré contre l'armée israélienne et ses dirigeants est un scandale historique. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Beaucoup d'alliés d'Israël dénoncent une fausse équivalence après les mandats d'arrêt demandés par le procureur de la Cour pénale internationale contre les dirigeants israéliens et contre ceux du Hamas, Philippe. Alors parlons vrai, pensez-vous que les juges de la CPI vont suivre les recommandations des mandats d'arrêt? Comprenez-vous le soutien de la France à la CPI? La CPI a-t-elle des indignations à géométrie variable? Et à cette question, peut-on mettre sur le même plan Netanyahou et le Hamas? Vous dites non à 62% sur Twitter. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Notre invitée pour en parler, Élise Le Gall, avocate auprès de la Cour pénale internationale. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Je m'apprêtais à fustiger la position de la diplomatie française, contrairement au point de vue du président Biden. Mais j'ai constaté que le ministre des Affaires étrangères est revenu sur cette absurdité qui constitue un parallélisme entre, pour aller vite, Israël et le Hamas, alors qu'il y a au moins quelque chose de radical qui les distingue. C'est le défaut d'intention criminelle chez les uns et l'existence de l'intention criminelle chez les autres. Mais je me demande tout de même comment on a pu arriver à proposer de telles réquisitions qui, pour un but politique partisan, mettent en parallèle deux forces radicalement différentes, un État et des terroristes, un État démocratique. J'insiste là-dessus. Françoise Debois. Oui, je suis comme Philippe Bilger, je vois bien quelles sont les manœuvres politiques, mais ça c'est pas le sujet. Mais quand le procureur général Karim Khan met sur le même pied, bien sûr, Israël et le Hamas, quand il parle dans sa réquisition de volonté d'extermination, je ne sais pas si vous vous rendez compte, concernant les Israéliens, concernant le fait qu'il y a une volonté d'affamer la population palestinienne, je pense que là on a basculé dans autre chose. Je suis extrêmement inquiète, parce que ça veut dire, alors il y a une très bonne réaction bien sûr des alliés naturels. J'ai été assez étonné de voir la réaction de l'Italie. Tajani, le ministre des Affaires étrangères, a très bien réagi. Je suis surtout totalement sidéré par la réaction du Quai d'Orsay en France. Voilà, on ne peut pas transformer l'agressé en agresseur, ça n'est pas vrai. Je sais bien que c'est l'espèce de dialectique et c'est véritablement le message politique qui est porté depuis des jours, des semaines, des mois par l'extrême gauche internationale. Moi, je suis une femme profondément de gauche et je n'ai aucune leçon à recevoir dans ce domaine-là, mais vraiment sur cette question d'Israël, ce que fait l'extrême gauche est absolument lamentable et la campagne qui est menée et qui est relayée par le procureur général Karim Khan, eh bien, moi, je la trouve dangereuse surtout. Je trouve que c'est très dangereux. Jean-Michel Fauvergue. Où en est-on arrivé? Moi qui ai combattu les terroristes les armes dans la main, où en est-on arrivé pour comparer les chefs des terroristes à un chef d'État d'un pays démocratique, même si la politique qui est menée est évidemment discutable et d'ailleurs est discutée par le ministre de la et puis discutée par la population israélienne. Vous avez des milliers de gens qui où en est-on arrivé pour en être à cette situation-là. Alors sur le soutien à la CPI, je me demande, et vous me corrigerez si j'ai tort, je me demande si la France n'a pas fait juste un soutien à l'entité au principe l'entité CPI, en disant c'est une institution qu'il faut soutenir. Ça c'est vrai. Mais peut-être pas la décision qui a été prise, puisqu'on a vu que ces journées... Mais ils ont volontairement refusé de la commenter, la décision. Ces journées est revenue dessus. Ça s'appelle de la lâcheté, ça s'appelle. Donc peut-être pas à la décision qui a été prise par le procureur de cette CPI-là. Élise Le Gall, vous êtes avocate auprès de la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est la question du débat du jour dans les vraies voix? D'ailleurs, vous pouvez appeler au 0826 300 300. Est-ce qu'on peut mettre sur un pied d'égalité Netanyahou et le Hamas?
Alors moi, je vais peut-être apporter plutôt une analyse, un regard un peu plutôt juridique. Je pense que dans le communiqué du procureur, il n'a pas été formalisé le Hamas versus Israël, mais bien plutôt d'appliquer la règle de droit, qui est donc la même pour toutes et tous, puisqu'il s'agissait avant tout de déterminer s'il existe des motifs raisonnables de croire que des crimes qui relèvent de la compétence donc de la Cour pénale internationale ont été commis par des dirigeants du Hamas et par des dirigeants d'Israël. La requête qui est faite par le procureur, c'est une requête qui vise à demander l'émission d'un mandat d'arrêt international. Les juges vont devoir statuer sur cette requête et il se peut très bien que les juges considèrent que les conditions ne sont pas réunies ou réduisent la demande du procureur. Donc ce n'est pas une décision de justice en soi, il n'est pas jugé que des crimes ont été commis, c'est qu'il y a des motifs raisonnables de penser que l'ensemble des parties au conflit israélo-palestinien ont commis potentiellement des exactions qui relèvent de la compétence de cette Cour. Et le deuxième point qui est rappelé par le procureur, c'est que, et c'est sa mission, c'est ce pour lequel il a été élu, c'est de rechercher si on peut attacher ces exactions à une responsabilité pénale individuelle. Et donc il a pour cela visé donc des membres du Hamas, et donc le Premier ministre israélien et le ministre de la Défense. Excusez-moi, maître, on finit. Son point de départ, les victimes. Ce sont les victimes. Bien sûr. Maître, d'abord, maître, petit temps, je veux bien que vous fassiez comme si ça n'existait pas et comme si nous vivions dans une espèce de bulle dans lequel seul compterait le droit. Vous connaissez parfaitement l'importance de la réquisition politique et le retentissement international. Vous le connaissez parfaitement. Si vous me dites le contraire, c'est que vous êtes d'extraordinaire. Voilà, donc je termine. Je veux dire, arrêtez, il faut arrêter à un moment donné de tout nous expliquer à chaque fois le droit. Ça n'est pas vrai. Le droit n'est pas une matière qui marche toute seule sur ses jambes et qui est exclue du système. Vous savez très bien que le procureur pose un acte politique. Vous pouvez m'expliquer que il dissocie le Hamas et ça n'est pas vrai. À partir du moment où vous renvoyez dos à dos, pourquoi la Cour pénale internationale, dès le 8 octobre, on n'a pas engagé cela contre le Hamas? Expliquez-moi pourquoi il faut attendre aujourd'hui pour mettre dos à dos, vous savez, comme disait Godard, une minute pour bien sûr, je connais parfaitement, je sais. François. D'accord, il n'y avait pas d'éléments de preuve. Et on a non, vous n'avez pas Françoise. Le travail de la Cour lorsque l'on a eu des mandats d'arrêt qui ont été faits à l'encontre de Poutine. L'Occident, tout le monde a salué le travail de la Cour, et quand il s'agit maintenant d'avoir une approche globale des conflits, c'est pas vrai. Excusez-moi, je vais maître, je vais vous répondre là-dessus. Donc je vais vous répondre là-dessus. Il y avait le moyen de documenter dès le 10 octobre, dès le 15 octobre, dès le 20 octobre. Il y avait des moyens de documenter par des textes spécifiques. On n'est pas dans une juridiction devant un plateau télé ou un plateau radio. Il y a des règles juridiques qui sont présentes dans le statut de Rome, et il ne suffit pas. Je connais le statut de Rome, vous le prenez pour des andouilles. C'est ça. Il faut recueillir la parole des victimes. Voilà. Et d'ailleurs, le procureur l'a mentionné dans son communiqué de presse. Il a recueilli la parole des victimes, de l'ensemble des victimes, donc y compris les victimes israéliennes. Il a fait un travail qui est de longue haleine. Il faut constituer un dossier de preuves solide. On est bien d'accord que on veut obtenir la condamnation effectivement du Hamas. Donc il faut bien qu'il y ait un dossier de preuves qui soit solide, madame. Donc ça ne se fait pas en un mois, ça ne se fait pas en 2 mois. Il faut des coopérations internationales. Il faut des vous pouvez me noyer. Il n'y a pas de force de police. Vous pouvez me noyer sous il faut la coopération des États. Les autres peuvent parler. Maître, je voulais vous demander, à partir du moment où vous êtes une avocate spécialiste de la Cour pénale internationale, est-ce qu'au moment, lorsque le procureur prend des réquisitions, est-ce que d'abord, vous l'avez dit, il a fait une enquête approfondie avant, et est-ce qu'il peut intégrer d'emblée un certain nombre d'éléments tels que celui que j'évoquais tout à l'heure, la différence d'intention criminelle, ou est-ce que en réalité il ne peut pas aller très loin lorsqu'il prend des réquisitions? Votre question est tout à fait intéressante.
À cela, je réponds que donc le procureur, quand il a pris sa décision, ses réquisitions, il a au préalable opéré tout un travail d'analyse et d'enquête. Et d'ailleurs, ça a été précisé dans le communiqué de presse, il a même pris attache avec donc un baccage entre guillemets d'experts juridiques sur différents thèmes, c'est-à-dire par exemple les violences sexuelles, sur d'autres thématiques, sur la question aussi du contexte militaire, etc. Et donc il a constitué tout un dossier sur lequel il s'est appuyé pour prendre ses réquisitions. Donc évidemment que la question également de l'intention, elle a été regardée. Posée. À minima est posée, parce que la question c'est s'il existe des motifs raisonnables de croire que des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI sont commis, et donc dans effectivement l'identification de ces crimes, il y a un élément matériel et un élément intentionnel. Vous avez tout à fait raison. Mais d'accord. Encore une fois, pour lui, on n'est qu'à un stade très préliminaire, encore une fois, c'est des demandes de requêtes pour une émission de mandat d'arrêt. Il n'a pas un dossier encore à ce jour complètement finalisé, mais suffisamment pour dire qu'il faut qu'il y ait des mandats d'arrêt internationaux qui soient lancés et pour qu'ensuite les uns et les autres puissent venir s'expliquer. Tout à fait. Non, mais moi je voulais juste dire un truc par rapport à ce que dit Françoise Maître, c'est de dire 8 mois plus tard, avec toutes les vidéos qui ont circulé, ça nous paraît aberrant, c'est pour ça. Mais vous savez que non mais écoutez, attendez. Pour la Russie, ça a mis 1 an et il y avait eu... Non mais pourquoi vous comparez? Excusez-moi, on l'a pas entendu. Ah oui, pardon. Madame, j'aimerais bien terminer. Vous faites que ça. Non, je vous attends, Allez. Il faut comparer les pratiques dans une institution pour savoir si elle est politique ou si elle est juridique. Bien sûr, c'est pas du tout politique. La CPI n'est pas politique. Maître, excusez-moi, mais j'entends bien ce que... le travail de la Cour en disant qu'elle était trop longue, qu'elle mettait plusieurs années avant de décréter des mandats d'arrêt. Maintenant, on a un procureur qui a changé sa dynamique, qui est plus dans la réalité, dans le temps juridique, qui est plus près des conflits. 8 mois, c'est très court pour des dossiers d'une envergure. Maître, il nous reste 1 minute. Le nombre de victimes. Maître, Jean-Michel Fauvert. Bon, j'entends bien qu'on est aux prémices, mais admettons par exemple que ça arrive à terme, ça arrive au bout. Comment ensuite? Alors, j'entends bien que c'est pas votre domaine, c'est le domaine de la justice, mais comment ensuite pourra-t-on justifier une riposte de la part d'un État démocratique, par exemple le nôtre, sur une agression extérieure d'une nébuleuse terroriste? Maître Élise Le Gall en 20 secondes. Oui, parce que c'est la fin de l'émission. C'est une règle très simple, c'est de rappeler que même en période de guerre, il y a des règles du droit international humanitaire, des règles de conflit qui sont à respecter. Et qu'en l'espèce, dans le communiqué de presse qui a été fait par le procureur, il est relevé que concernant donc Israël, il est reproché le fait d'avoir affamé la population. Et ça, ce sont des dispositions du statut de Rome qui sont donc constitutifs d'actes qui relèvent de sa compétence. Merci beaucoup. C'est de rappeler qu'il faut respecter le droit international humanitaire. Merci beaucoup Élise Le Gall d'avoir été avec nous, avocate auprès de la Cour pénale internationale. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci les amis. Merci Françoise. C'est vrai que ce débat méritait justement une autre réponse. Et merci Françoise d'avoir insisté sur ce point. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvert. Je trouvais très intéressante notre avocate. Moi je la pense très politique et pas du tout. Donc on peut refaire ça ad vitam aeternam. Je trouve que c'est très grave ce qui est en train de se passer. Tout le monde peut parler sur Sud Radio. Mes chers amis, dans un instant on va vous parler emploi avec un métier formidable, en tout cas un secteur formidable. C'est la Marine nationale qui sera avec nous. Vous pouvez rester si vous voulez. Allez, on fait une petite pause et on revient dans un instant. On sera ensemble jusqu'à 20h.